Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue à nouveau pour cette émission. Une émission sous le signe de, évidemment, la qualité de l'air. Bien sûr, vous le savez toutes et tous. Par contre, on va avoir une émission qui va être aussi placée sous le signe de la santé et de l'environnement. Et l'environnement pour notre santé et la santé, comment la prendre en compte pour aussi avoir un bon environnement autour de nous. Une petite anecdote ce jour, toujours n'oubliez pas, hein, on arrive, on est début mars, pensez à, il commence à faire beau, on continue d'aérer, d'ouvrir en grand, continue, peut-être on vient de passer l'hiver, hein, avant la période des pollens, c'est le bon moment aussi pour regarder la vérification de nos entrées d'air dans le cas de la ventilation, de regarder les moteurs, est-ce qu'ils sont propres, de faire peut-être l'entretien et le changement des filtres avant cette période forte pollinique. C'est toujours un bon conseil et n'oubliez pas, c'est votre santé derrière et votre bien-être, hein, qui sont en jeu. Aujourd'hui, je reçois donc avec grand plaisir Fabien Skinazzi. Docteur Skinazzi, un habitué de l'émission, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bon, on va parler santé, on va parler environnement. Donc aujourd'hui, alors il s'est passé quelque chose, ce tout début d'année, je dirais, on a fait un retour, il y a eu une grande conférence, un grand colloque, hein, sur la santé-environnement et sur les plans nationaux de santé-environnement, hein, puisqu'il y a eu le 1, le 2, le 3, le 4, et notamment ces politiques publiques de santé-environnement, elles ont 15 ans, il y a eu plusieurs phases. Et Fabien, vous êtes là pour nous dire, vous, membre du Haut Conseil de santé publique, mais également président de la commission spécialisée des risques liés à l'environnement du Haut Conseil de santé publique. Il faut du souffle pour le dire, mais c'est vraiment essentiel ce travail. Et depuis 15 ans, pourquoi ce plan national de santé et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, merci de m'inviter ce matin. Effectivement, le 11 janvier dernier, nous organisions le Haut Conseil de santé publique, dont je faisais partie du comité de pilotage de ce séminaire, qui a fait le bilan de 15 années de politique publique en santé et environnement, suite à un rapport que nous avons publié, un énorme rapport, il fait 400 pages, qui fait l'évaluation des 3 premiers plans santé-environnement. Et donc, nous avons tiré un certain nombre de conclusions au cours de ce séminaire, et en particulier donc des éléments sur le futur, c'est-à-dire la prévention, et également le travail à faire dans les territoires. Alors, si vous voulez, finalement, nous avons dans cette évaluation regardé les différentes actions qui étaient mises en place dans ces plans santé-environnement. Alors, ça a commencé en 2004, dans 15 années, 2004-2019, 3 plans santé-environnement en France, avec une déclinaison dans les régions, avec des plans régionaux santé-environnement. Ce qu'on entend communément, le PNSE et les PRSE. C'est ça. Et donc, pour décrypter. On a regardé finalement ce qui s'était passé pendant ces 15 années sur un certain nombre d'actions qui avaient été menées. Alors, on a choisi des actions qui avaient été suivies dans le temps, c'est-à-dire qu'on retrouvait dans les 3 plans pour choisir des indicateurs et voir l'évolution de ces actions et qu'est-ce qu'on avait amélioré et surtout ce qui n'allait pas en santé-environnement en France. Est-ce que, Fabien, un petit retour, parce qu'on dit il y a le PNSE 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on peut faire un petit retour juste sur peut-être le thème principal du 1, du 2, du 3, du... Oui, en fait, le premier plan était sur réduire les expositions. Le second parlait plutôt des problèmes des inégalités de santé. Et le troisième portait sur les pathologies environnementales. Alors, c'était les thèmes globalement principaux de ces 3 plans. Le dernier, d'ailleurs, en cours actuellement, le PNSE 4, c'est ma santé, mon environnement. Alors, en fait, on a regardé et on a choisi des thématiques pour faire ce bilan. Alors, on a choisi 5 thématiques. La première qui nous concerne ici, c'est la pollution atmosphérique et les pollens. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'évolution des polluants atmosphériques et également la situation sur les pollens. Et je vais vous dire dans un instant ce qui s'est passé. Moi, j'ai animé également donc un deuxième groupe de travail qui s'occupait d'environnement intérieur
intérieur. Et naturellement, on a parlé de la qualité de l'air intérieur et on a choisi les collectivités d'enfants, les crèches et les écoles pour voir quel était l'état des lieux de la qualité de l'air dans ces collectivités d'enfants. Mais on a regardé aussi le radon, la légionellose et l'habitat insalubre. Et pour les enfants, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où ils sont au début de leur vie, ils sont de forts indicateurs également, puisque si on prenait des regards vers déjà des adultes, ils auraient aussi un capital santé ou un capital d'être mis en relation avec une mauvaise qualité de l'air ou une bonne, hein, parce que les deux sont possibles, il ne faut pas oublier, oui. et qui auraient déjà des problématiques où on ne pourrait pas les imputer effectivement à ce qu'on est en train de regarder. Là, en l'occurrence, dans les lieux de vie scolaire comme les crèches, les établissements pour enfants, on est à la source, en fait, de la bonne réflexion. J'allais dire au point de départ, même plutôt avec la femme enceinte et le fœtus, mais dès leur plus jeune âge, les enfants sont exposés à ces polluants, il faut les protéger, car on va impacter finalement leur parcours santé de leur vie, et ils vont retrouver certaines maladies qu'ils ont développées dans leur enfance et qu'ils vont garder pour toute leur vie. D'où l'importance d'avoir cet environnement le plus sain possible auprès de nos enfants. C'est ce qu'on dit dans quelques chiffres aussi. Hein. On sait que depuis quelques années, avec cette qualité de l'air qui s'améliore d'une part, mais quelque part qui se dégrade sur d'autres points, hein, on voit en particules, en COV, en différents polluants agressifs, on sait qu'on a une favorisation en fait des champs allergiques qui sont et qui touchent de plus en plus jeunes. Hein. On sait qu'il y a des pathologies qui arrivaient pour des personnes de 50, 60, 65 ans qu'on retrouve chez des jeunes qui ont 16 ans, qui n'était pas le cas. Donc cette action va aider. On a regardé ça également. Puis alors, bon, les autres thèmes dont je ne vais pas trop parler ce matin parce qu'ils sont moins liés à la qualité de l'air, c'est les risques émergents, les nanoparticules, les perturbateurs endocriniens, les ondes électromagnétiques qu'on a choisi comme thématique. Et puis la quatrième, c'est tous les substances chimiques de notre environnement. Et enfin, la cinquième thématique, c'était sur la perception du public par rapport à la santé-environnement. Alors, que dire de ce bilan? Alors, les résultats sont très contrastés. Si je prends, par exemple, la pollution atmosphérique, on voit bien que quand même, on a mis en place des plans, ce qu'on appelle des plans sectoriels, pour réduire justement la pollution atmosphérique. On voit qu'un certain nombre de polluants, comme les particules, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, diminuent progressivement sur ces 15 années qu'on a regardées. En revanche, il y a un polluant qui, lui, reste stable pendant ces 15 années, c'est l'ozone. Et je pense que c'est ce problème de pollution photo-oxydante à l'ozone, c'est lié probablement au changement climatique et donc la production d'ozone qui ne diminue pas. Alors l'ozone, juste pour un petit rappel pour nos auditeurs et auditrices, quel effet il peut avoir sur nous? Eh bien, cet ozone, alors bien sûr, toute la pollution atmosphérique, c'est un cocktail de polluants, mais l'ozone plus particulièrement, eh bien, on le voit bien quand il y a en été des épisodes d'ozone, de pics d'ozone, les personnes se plaignent d'irritation oculaire, ils ont du mal à respirer. L'ozone est un gaz très irritant pour les muqueuses à la fois respiratoires et oculaires, et donc les personnes qui sont allergiques ou asthmatiques, qui ont déjà des maladies chroniques respiratoires, sont très gênés pendant ces périodes qui sont associées souvent à des canicules et donc la production d'ozone atmosphérique dans notre quotidien fait que ça provoque ces symptômes très gênants pour les personnes qui ont ces problèmes respiratoires. Alors, il faut savoir que même l'hiver, hein, quand il y a un grand soleil, la production d'ozone augmente. Et pour faire un parallèle, pour rappeler un petit peu à tout le monde, l'ozone qu'on a au niveau du sol, c'est pas le même de la couche d'ozone qui se résorbe et pour lequel il y a de l'amélioration qui nous protège. On parle pas de la couche d'ozone, voilà, on parle de notre ozone des rayons cosmiques, mais là c'est autre chose. Voilà, c'est notre ozone du quotidien, celui qui est le plus proche de nous et qui provoque ces pathologies respiratoires. Alors, ça, bon, la deuxième chose qu'on a constatée dans cette thématique, c'est les pollens. Alors, effectivement, on le sait, et puis d'ailleurs, on s'en est aperçu cette année. Curieusement, fin décembre, début janvier, il a fait très beau, et donc la nature s'est réveillée, et donc les arbres, notamment les noisetiers, ont émis des pollens. C'est bizarre, ça n'était jamais arrivé. Alors, si je peux corroborer cela, Fabien, par une petite surveillance que je fais personnellement, les premières alertes en fait du site Atmo, notamment ou le RNSA, un réseau national de surveillance aérobiologique, sur les pollens, moi j'ai vu la première indication de pollen au 7 janvier.
Et oui, et voilà. Alors ça s'est un peu amélioré par la suite avec le problème de l'hiver qui est revenu. Mais en fait, c'est étonnant. Alors, si on regarde sur ces 15 années, quand on reprend ce recul, que s'est-il passé avec les pollens? Eh bien, les saisons polliniques, le calendrier pollinique n'est plus le même. C'est-à-dire que autrefois, quand j'ai appris, moi, les pollens, on avait le calendrier pollinique et les saisons, et on savait qu'à tel mois de l'année ou à telle période de l'année, on avait les pollens des arbres, on avait les pollens des graminées. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. On a des saisons polliniques qui sont plus précoces, parfois plus longues, avec des comptes polliniques beaucoup plus élevés, et puis aussi une répartition géographique qui a évolué. Si je prends l'exemple de l'ambroisie, l'ambroisie était connue autour de la région lyonnaise. Moi, c'est comme ça que j'ai connu l'ambroisie. Très irritant, l'ambroisie. Voilà, exactement. Vraiment la plante majeure. La plante majeure. Oui, un pollen très gênant. Eh bien, on s'est aperçu que finalement, avec les capteurs du RNSA et quand on mesure les pollens d'ambroisie, on s'est aperçu qu'on en trouvait ailleurs qu'en région lyonnaise. Donc, il y a une extension finalement de la répartition géographique de l'ambroisie, notamment vers la région PACA et un petit peu vers le nord. Donc, ce qui montre quand même que les effets du changement climatique se voient maintenant. Autrefois, on faisait de la prévision. Aujourd'hui, ces effets se voient, et en particulier par cette pollution à l'ozone dont je parlais à l'instant, mais également par les pollens. Donc ça, c'est un phénomène qu'on a constaté. Donc, c'est pour ça que même si on a une réduction de la pollution atmosphérique des polluants classiques réglementés, tu sais que l'OMS a proposé des valeurs beaucoup plus basses, car en matière de pollution atmosphérique, en fait, il n'y a aucun seuil. C'est-à-dire que dès que les polluants augmentent leur concentration, il y a des effets sur les personnes. Alors plus ils augmentent, plus le nombre de personnes est atteint, mais il n'y a pas de seuil en dessous duquel il n'y aurait aucun symptôme, aucun signe, aucune pathologie respiratoire ou cardiovasculaire. Et donc, même si on a vu cette réduction des polluants atmosphériques, eh bien, les niveaux, les seuils sont dépassés. Et d'ailleurs, à ce sujet, la France a été condamnée à plusieurs reprises par l'Europe et même par le Conseil d'État, parce qu'on ne respectait pas les seuils de l'OMS ou même les valeurs limites européennes, mais également que les mesures n'étaient pas prises suffisamment. Alors, et quelque part, un peu de coercition envers la France du niveau européen. Oui. On l'a vu assez récemment dans l'actualité. C'est autre chose, mais l'encapsulage en néonicotinoïdes des semences de betteraves la France a dit bon, maintenant on arrête. On a essayé de retoquer, de travailler. Il y avait des dérogations. Les dérogations ont même été arrêtées prématurément. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais on a tout un travail qui est parallèle à ça, et il ne faut pas passer à côté de ces prises en compte. Il faut à un moment donné le milieu scientifique, le milieu médical, et ils ne sont pas là pour faire des colloques et se faire plaisir. Il y a vraiment du fond derrière, et à tout à chacun de bien le prendre en compte. Ici, cet éclairage sur le plateau d'élémentaire, c'est pour ça. Il y a d'autres émissions, il y a d'autres écrits. J'en profite, chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous renseigner. Ça ne prend pas forcément de temps, il faut juste le faire, mais ça va grandement nous aider. Alors, si je vois maintenant la qualité de l'air intérieur, qui est un sujet sur lequel je travaille depuis très longtemps, puisque dans les années 80, j'ai commencé à m'y intéresser. À l'époque, en France, on parlait très peu de la qualité de l'air intérieur, on parlait plutôt de la pollution atmosphérique extérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté finalement par rapport à la qualité de l'air dans les collectivités d'enfants? Eh bien, on a constaté on a deux campagnes de mesures qui ont été faites, celle de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur sur un échantillon représentatif de 300 écoles en France, et également les mesures qui avaient été faites dans le cadre des décrets. La réglementation a changé fin de l'année 2022, mais auparavant, il y avait une obligation de faire des mesures de certains polluants comme le formaldéhyde, le benzène, la mesure du CO2 par rapport au confinement, et donc on a eu l'ensemble de ces résultats, et on a regardé sur ces 15 années ce qui s'était passé par rapport à la qualité de l'air intérieur, par rapport à l'enfant, et on a signalé déjà tout à l'heure l'importance de la qualité de l'air pour la santé de l'enfant et au début de sa vie. Qu'est-ce qui a été révélé alors? Eh bien, si je peux me faire juste une parenthèse, on sait aussi, on parlait tout à l'heure de l'État qui
essayait de repousser un petit peu ses responsabilités et puis se faisait rattraper finalement parce qu'il y a du bon sens dans les sujets, il faut les prendre à bras le corps tout de suite. On sait aussi que dans ces mesures, dans les crèches ou dans les écoles, les municipalités aussi ont traîné un peu des pieds à un moment donné pour le faire. Bien sûr, en termes de la surveillance, certes. Mais on a eu quand même un certain nombre de mesures et les derniers textes réglementaires imposent aujourd'hui de faire ces mesures à différents moments clés de la vie du bâtiment. Alors, qu'est-ce qu'on constate? D'abord, ce qui est constaté par l'Observatoire de la qualité à l'intérieur, c'est que 3/4 des écoles n'ont pas de système de ventilation, quel que soit le système de ventilation. Donc 85% exactement. Voilà, le seul moyen finalement de renouveler l'air dans les écoles, c'est d'ouvrir les fenêtres. Or, on s'est aperçu dans ces enquêtes que le niveau de confinement de ces lieux d'enfants, de crèches ou écoles, était d'un niveau assez élevé et que donc les enfants vivaient dans un milieu confiné. Alors ça, c'est ce constat qu'on a fait jusqu'en 2019. On a vu que les choses n'avançaient pas beaucoup en matière de renouvellement de l'air, d'aération et qu'il fallait faire des efforts. Et puis est arrivée la crise Covid et la crise Covid n'a fait que révéler en fait ce qu'on connaissait par ces plans santé-environnement et les résultats de ces plans santé-environnement, c'est-à-dire un problème de confinement associé au confinement des niveaux de formaldéhyde ou de benzène qui dépassaient les seuils réglementaires. Mais ce niveau de confinement était assez particulier et on l'a constaté pendant la crise Covid, puisque c'est à ce moment-là qu'on a dit qu'il fallait aérer pour éliminer le virus. Il fallait en gros renouveler l'air et diluer évidemment par l'apport d'air neuf. On ne le dira jamais assez. L'apport d'air neuf pour diluer et éliminer donc ces particules virales en suspension dans l'air. Et donc les résultats ce qu'on a constaté pendant la crise Covid, c'était déjà connu auparavant, puisqu'on avait déjà ce signalement de confinement de ces lieux. Alors, les nouveaux textes qui sont parus fin décembre... Les décrets, c'est le décret 1689 et 1690 du 27 décembre de cette année, parlent de la surveillance de la qualité de l'air dans différentes phases de ce que l'on fait de nos bâtiments, en fait. Voilà. Et en particulier, donc, puisque par rapport au confinement que je viens d'évoquer, les décrets imposent, au moment de l'évaluation des moyens d'aération, de mettre en place des mesures de CO2. Donc le Haut Conseil de santé publique a publié plusieurs avis au courant de l'année 2022 pour définir des seuils de valeurs de CO2, notamment 800 ppm et 1500 ppm comme valeur d'action rapide, et donc un objectif de 800 ppm. Donc ceci a été repris dans la réglementation, et donc on impose de faire des mesures de CO2 avec des capteurs à lecture directe pour apprendre aux personnes à mieux aérer les salles de classe, les salles de crèche, pour que les enfants respirent finalement un air renouvelé et qu'il n'y ait pas une accumulation de polluants. Alors, outre le bien aéré, il y a également une part de responsabilité qui est forte. Tous les chefs des établissements scolaires, et puis là on va parler de ceux qui les gèrent, ce sont les communes en général, et les crèches, ce sont les responsables de crèches. Pensez également, alors il y a aérer, c'est bien, mais il y a un moment donné, il faut aussi penser à avoir un bon système de ventilation, puisqu'il y a même eu des retours, pas quelques retours, mais des retours de oui c'est bien, on regarde la qualité de l'air, on a les détecteurs qui nous disent qu'il y a tel niveau de confinement en CO2, il faut qu'on ouvre les fenêtres. Et beaucoup d'instituteurs ou de professeurs disaient on n'est pas là que pour ça, on passerait notre temps à le faire. Donc sachez aussi que les systèmes de ventilation, quels qu'ils soient, bien se renseigner, font qu'ils vont vous permettre d'être bien dans votre bâtiment tout en laissant bien circuler cet air avec on parlait d'un apport d'air neuf suffisant, des taux de dilution suffisants pour éviter les problématiques de pandémie. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il faut savoir que les systèmes derrière, on va le regarder, sont aussi regardés pour consommer peu, parce qu'on est dans une phase énergétique et on voit une agitation sur l'énergétique qui est légitime, mais on ne faut pas en oublier le reste. On est dans des systèmes qui sont complets, qui sont complexes mais pas difficiles à appréhender, mais il faut toujours avoir une pensée relativement large pour bien agir. Il y a eu des exemples, on pourrait le dire avec la ville de Paris, vous en parliez tout à l'heure Fabien, des exemples de sujets sur exemplaires par exemple, ça a été des mesures qui ont été faites, une salle de classe témoin, une salle de classe qui est équipée de systèmes de ventilation avec détecteurs de CO2 permanents, et en fait on s'aperçoit que la salle où il y a le moins de polluants et la salle qui est la mieux considérée est celle qui est équipée.
Mais surtout, alors le taux de CO2 ne monte jamais au-delà des 800 ppm, mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des détecteurs qui ont été mis sur les ouvertures de portes et de fenêtres, et sur ces portes et ces fenêtres, on s'aperçoit que la salle où on est le mieux, c'est celle où naturellement on sent mieux et où on ouvre le moins les portes et les fenêtres, alors qu'elle est meilleure que celle où on est sans agir finalement. Et là, on a un système qu'on ne voit pas, mais finalement qui est extrêmement actif. Il faut y penser aussi, c'est des sujets importants pour que on soit pleinement aussi dans la conscience de l'enseignement pour nos enfants, qu'ils soient bien en effet cognitif. On sait qu'une mauvaise qualité de l'air et les capacités cognitives diminuent très vite de 50% dans ces cas-là. Alors effectivement, et donc on a constaté aussi l'isolation thermique de ces bâtiments qui sont très anciens, et donc il faudra, ça va faire un plan très important de faire une isolation thermique, et à ce moment-là peut-être il faudra réfléchir à mettre en place des systèmes de ventilation en même temps qu'on fera l'isolation thermique, parce que je vois mal faire une isolation thermique et continuer à avoir une aération par ouverture des fenêtres. Donc il faudra penser, puisque on disait tout à l'heure que la grande majorité des écoles n'ont pas de système de ventilation, eh bien il faudra peut-être évoquer ces systèmes de ventilation pour qu'on n'ait pas un besoin, cette contrainte d'ouvrir régulièrement les fenêtres en fonction d'un capteur de CO2, mais peut-être avoir un système de ventilation continue qui permette d'obtenir ces valeurs et de permettre donc aux occupants de ces bâtiments de travailler, d'étudier de manière tout à fait sereine, sans se préoccuper d'ouvrir régulièrement les fenêtres pour respecter le niveau de CO2. Très bien Fabien, pour le petit mot de la fin, on pourra dire notamment une phrase qu'on retrouve aussi à l'Association française de la ventilation, puisque ça concourt à regarder tous les systèmes pour être bien dans son bâtiment. On n'a pas de rénovation sans ventilation. C'est tout à fait, c'est ce que je venais de dire par rapport à cette rénovation, et surtout dans les nouveaux textes réglementaires, des décrets qui sont parus, on impose aussi de faire des mesures de polluants lorsqu'on fait des gros travaux ou lorsqu'on va modifier les systèmes d'aération. Donc ça, c'est un progrès, car dès qu'il y a des travaux, on peut modifier un peu l'architecture ou la configuration du bâtiment, et donc c'est important de s'assurer, quand on fait ces gros travaux, qu'on n'a pas modifié la qualité de l'air, et ceci peut se voir par des mesures de différents polluants. Et on reviendra aussi juste dessus pour le mot de la fin. Merci beaucoup Fabien encore d'être venu. On se retrouvera pour d'autres sujets bien évidemment. N'oubliez pas, on l'a dit, pas de rénovation sans ventilation, pas au moins dans la préoccupation de cet air et de cette qualité de l'air, puisque on ne sait pas faire sans respirer. Et pensez aussi, un petit point qui était ressorti il n'y a pas longtemps, c'est penser à la maintenance. Je l'ai dit en début d'émission, une maintenance avec un matériel qui est bien pérennisé, il va fonctionner 30 à 50% de temps de plus, il va assurer tous ses bons débits, il va fonctionner plus facilement, donc il va consommer moins d'énergie pour le faire. Déjà qu'il n'en consomme pas beaucoup, on va tomber en dessous. Sachez que pour des maisons, on a des systèmes qui fonctionnent à moins de 10 watts et moins de 180 watts pour aussi une salle de classe. Donc pour la quantité de personnes, c'est vraiment très faible. Pensez-y, renseignez-vous. Différents points au Conseil de santé publique, les PNSE et les PRSE 4, intéressez-y-vous. D'ailleurs, ils sont actifs sur les régions. Il y en a un prochain qui démarre en Occitanie le 14 février prochain d'ailleurs, où je serai présent. Et puis, surtout, prenez soin de vous, chères auditrices, chers auditeurs. Merci beaucoup Fabien. Merci de m'avoir invité. Grand plaisir de cet éclirage encore. Il y a tellement à dire. On se retrouvera bien sûr. Respirez en grand. C'est le printemps, profitez, et puis regardez un petit peu les applis sur le Polynic pour éviter peut-être d'aller faire trop de sport dans un lieu trop chargé, ou au moins adapter ce que vous avez à faire au mieux pour vous et pour vos proches. À très bientôt sur Élémentaire. Merci encore. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.